Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui en cette belle journée de samedi, une journée qui clôture la semaine de l'immigration francophone ici au Canada. Rose? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième et dernière session de Destination Canada. Comme les deux précédentes sessions, nous allons aujourd'hui beaucoup plus interagir ensemble pour ceux qui ont été sélectionnés ou même pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Nous allons essayer de répondre au maximum de vos questions et essayer de vous préparer du mieux pour vos entretiens ou juste pour les prochaines étapes dans votre parcours pour immigrer au Canada. Voilà. Donc, voilà, notre agenda aujourd'hui, ce serait un peu ça, les mêmes comme la dernière fois. Un mot de bienvenue, notre secrétaire général, Edith Aki. Et puis, on va faire une presse vidéo sur Destination Canada. Et puis, ensuite, on rentrerait dans le vif du sujet. Et puis, ce serait un tout petit peu interactif aujourd'hui. Beaucoup de questions, réponses. Si vous avez des questions, des préoccupations, nous avons une personne ressource aujourd'hui, Aïssa Tousonkou, qui pourra répondre au mieux vos questions concernant naviguer dans le kiosque, etc. Et puis, toutes vos préoccupations, on essaierait de vous aider ou bien au moins vous donner des pistes de solutions. Donc, sans plus tarder, Aquaba, et puis une brève vidéo sur notre organisation. Nous voulons avec vous être le premier compagnon de l'immigrant et du futur migrant. Son guide, sa boussole, pour l'aider dans son intégration dans notre nouvelle patrie, le Canada. Donc, voilà, pour la suite, nous allons
pardon. Oh, mauvais bouton. Donc, pour la suite, pardon, problème technique. Donc, cette semaine est une semaine particulière. C'est la semaine nationale de l'immigration francophone. En fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine. Et le thème cette année, c'est une francophone aux 1000 saveurs. Donc, ça parle en gros de la diversité que la communauté francophone dispose, des saveurs culturelles, musicales, langagières, artistiques, humoristiques, tout ce que vous voulez. Donc, bonne semaine nationale de l'immigration francophone à tous. Et puis, bienvenue encore une fois de plus à notre dernière session de Destination Canada. Donc, une petite brève vidéo pour vous rappeler à tous ce que c'est que Destination Canada. La 17e édition de Destination Canada Forum Mobilité aura lieu en ligne du 18 au 20 novembre 2021. Ce rendez-vous annuel est organisé par IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est l'occasion pour des candidats francophones et bilingues à travers le monde de rencontrer des représentants des provinces et territoires, des agences de développement économique, des organisations francophones et aussi des employeurs. Des opportunités vous attendent dans des communautés francophones à travers le Canada, en dehors du Québec. À l'occasion de Destination Canada Forum Mobilité, vous pourrez assister à des conférences, rencontrer les exposants sur leur kiosque virtuel et ramener dans votre cartable électronique des documents et vidéos pour vous aider à préparer votre projet de mobilité vers le Canada. Les inscriptions sont ouvertes maintenant et jusqu'au 24 octobre, donc rendez-vous en ligne et rendez-vous à Destination Canada Forum Mobilité. Donc, pour aujourd'hui, nous avons pu avoir qu'Aïssatou, elle est gestionnaire du programme Employabilité et Immigration à la Société économique de l'Ontario. Et elle est notre personne ressource pour Immigration Canada. Et puis, elle est là pour répondre, pour Destination Canada, pardon. Et elle est là pour répondre à la plupart de vos questions qui concerneraient probablement naviguer dans le kiosque et puis tout ce que vous auriez comme question concernant immigration, Destination Canada. Décidément, aujourd'hui, je suis sur immigration. Donc, voilà. Aïssatou, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer à peu près ce qui attend les candidats, ceux qui ont été sélectionnés et ceux qui n'ont pas été sélectionnés aujourd'hui? Oui, absolument. Merci Rose pour la question. Donc bonjour à tous. Donc lorsque vous allez vous connecter sur la plateforme, donc que vous soyez invité ou non, vous aurez accès en fait à la plateforme pour le Forum Destination Canada. Donc c'est une très belle opportunité pour vous d'accéder aux opportunités d'emploi, donc aux offres d'emploi d'employeurs qui sont vraiment intéressés à recruter à l'international. Donc, pour les chanceux qui ont reçu leur invitation, vous avez déjà dès à présent accès à la plateforme donc Destination Canada. Donc, je vous invite d'ores et déjà à la visiter, ne pas attendre, prendre connaissance des offres d'emploi qui sont présentes sur la plateforme et ainsi, vous aurez la possibilité de sélectionner les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Donc, il est très important de prendre le temps de regarder si votre CNP correspond au poste que vous avez sélectionné et de surtout ne pas postuler au hasard parce que votre candidature ne sera pas prise en compte. Vraiment, n'oubliez pas que ce sont des personnes comme vous et moi qui sont derrière aussi leurs écrans et qui font la sélection des candidatures. Donc, vraiment, prenez le temps de vraiment sélectionner les offres qui correspondent à vos critères, à vos attentes et dont vous avez l'expérience non seulement, mais aussi le parcours académique, si ça peut aider.
Donc, vous verrez, il y a une diversité d'emplois. Il y a toutes les provinces et territoires qui sont représentés hors Québec. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous avez déjà une province de destination, je vous inviterai à aller directement vers cette province-là dans un premier temps, mais aussi garder un œil ouvert sur les autres provinces. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas connaissance des autres provinces qu'elles ne pourraient pas être intéressantes pour vous dans le cadre de l'installation. Donc, c'est pour les personnes qui ont reçu l'invitation. Donc, comme je disais, dès aujourd'hui, vous avez la possibilité d'y aller. Normalement, vous avez reçu votre guide qui vous donne en fait tous les aspects de la plateforme, qui vous propose d'avoir des informations concrètes sur la manière dont vous pouvez naviguer, ce que vous pouvez y trouver également. Pour les personnes qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'avoir l'invitation à assister au forum, ce n'est pas bien grave parce que vous aurez quand même accès à la plateforme. C'est ça la beauté de Destination Canada, parce que vous avez la possibilité, après le salon, d'avoir accès aussi aux offres d'emploi et aussi de visionner toutes les conférences, les présentations qui ont eu lieu durant le forum Destination Canada qui a lieu donc pendant 3 jours. N'oubliez pas aussi que c'est 3 jours, mais seulement vous allez recevoir une invitation pour une seule des journées qui vous sera allouée, et que c'est pour nous, en tout cas à l'est du Canada, c'est de 9h à 15h. Donc aussi bien prêter attention à l'heure, au décalage horaire, et de ne pas manquer ce rendez-vous-là, parce que donc, c'est 9h à 15h, heure d'Ottawa. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour la plateforme, et je reste à l'écoute pour les questions. Je vois une main levée ici. Ahmed, si vous voulez activer votre micro. Ah, on ne vous entend pas. Je pense que c'est bon maintenant, vous pouvez essayer de parler. Ah non, votre micro est toujours désactivé, désolé. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat si vous ne pouvez pas communiquer directement avec moi. Je vois aussi Abdel Nasser, si vous voulez poser votre question. C'est curieux, tous les micros sont fermés. Je pense qu'il faut les autoriser. Edith, est-ce que quelqu'un pourrait prendre pour ceux qui veulent parler, lever la main et puis on va vous sélectionner un à un pour vous laisser entrer. Normalement. Ouais. Ils peuvent le faire? Ah, d'accord. Abdel, si ça ne marche pas, tu peux essayer d'enlever tes écouteurs pour voir. En attendant, je vais répondre à une question de Intissar Selmi. Donc, est-ce que c'est seulement les francophones qui peuvent trouver les opportunités ou les anglophones aussi? C'est une très bonne question. Donc, il y a des opportunités pour les deux. J'irais même les 3, c'est-à-dire les unilingues anglophones, unilingues francophones, mais aussi les bilingues. Donc, n'hésitez pas à postuler et bien prêter attention. Oui, maintenant, on vous entend. Je vais juste terminer la question de Samy et je vous reprends. Donc, oui, c'est pour tous les publics, anglophones, francophones et surtout les bilingues. Donc, vous allez avoir le détail. En fait, on va vous demander quelle est la langue souhaitée, en fait, quelle est la langue de travail. Nous, par exemple, dans notre organisme, on travaille essentiellement en français, mais on a demandé à nos employés d'avoir un peu de bilinguisme, de maîtriser un peu l'anglais parce qu'on a aussi affaire aux employeurs. Donc, ça dépend. Ça, c'est pour la première question et je pense que c'est juste une répétition. Merci pour votre question. Donc, Abdel, je vous écoute pour votre question. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette occasion. J'ai bien reçu une invitation pour assister à cet événement, heureusement. Et ma question, c'est que j'ai postulé à toutes les positions qui correspondent à mon profil. Et j'aimerais savoir, est-ce que cela c'est suffisant ou bien je dois quand même postuler pendant l'événement, pendant les kiosques? Excellente question. Donc, en fait, en principe, c'est suffisant. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est-à-dire que si vous avez déjà postulé, c'est très bien et vraiment, c'est bien, vous avez pris de l'avance, mais je vous encouragerais à aller dans le kiosque de la personne qui a affiché l'offre d'emploi, justement simplement pour la saluer, faire un premier contact. Donc, ça va vous permettre peut-être d'avoir un contact direct au lieu d'avoir une adresse générique. Comme ça, vous pourrez faire le suivi de votre offre d'emploi.
Donc, je pense que c'est suffisant. Nous-mêmes, on est représentants là-bas et on reçoit déjà les offres d'emploi. On sait exactement quels sont les candidats qui ont postulé pour quel poste. Mais pour répondre à votre question, je vous incite en fait à aller sur les kiosques des employeurs, les rencontrer, essayer d'échanger et puis avoir un contact direct. Non seulement ça, mais aussi leur dire que vous avez postulé pour le poste là en question. Et comme ça, ils vont vous garder en tête. Et est-ce que je peux juste utiliser l'option de chat pour se communiquer avec les recruteurs? D'accord. Oui, oui, absolument. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et j'allais dire bon salon. Merci. Merci. Pour compléter la question de Abdel, on avait parlé du CV, d'adapter le CV au poste. Est-ce que justement, Aïssatou, ce ne serait pas l'occasion là, parce que les CV qu'on a envoyés maintenant, ils sont un peu génériques, je vais dire. Et maintenant, je vais voir des offres. Est-ce qu'en fonction de l'offre, je peux faire ressortir dans mon CV ce qui concerne cette offre-là particulière pour que l'employeur ait plus de détails? Oui, absolument, Edith, je vous rejoins sur ce point. Ça va vous permettre de faire la différence tout simplement parce que vous savez, les gens ont peut-être c'est plus facile de faire copier-coller son CV, mais ce n'est pas efficace. Donc, ce serait mieux de regarder chaque offre d'emploi et de l'adapter. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas, 10 ans d'expérience professionnelle et qu'on vous en demande que 5, bah, vous pouvez mettre plus de 5 ans d'expérience professionnelle. Ça, c'est une manière d'adapter un peu plus votre CV à l'offre d'emploi. Regardez aussi également tout ce qui est les responsabilités, les tâches qu'on va vous donner. Est-ce que vous avez des exemples de réussite dans votre expérience que vous pouvez mettre en avant? Donc ça, ce sont des petites choses. Je pense aussi ce qui pourrait faire la différence, comme vous avez déjà de l'avance, pourquoi pas ajouter une lettre de motivation, justement pour démontrer en fait votre intérêt pour le poste. Ça pourrait aussi être un plus. Mais Edith, vous avez raison, c'est très important de prendre le temps de lire chaque offre d'emploi et d'adapter son CV en fonction. Oui, je vois une main levée. Mesni, s'il vous plaît. Tout d'abord, je veux dire bonjour à tous et merci pour cette occasion. Ça fait vraiment un grand plaisir pour moi. Ma question, c'est si je ne trouve pas mon CMP, malgré que j'ai reçu une invitation pour ce forum. Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, c'est un plaisir aussi de vous recevoir, Mesni. Merci pour votre question. Je pense que c'est important quand même de l'avoir. Si vous avez été sélectionné, vous voyez quand même que ça n'a pas été un frein dans votre sélection. Ça veut dire que ce n'est pas un obstacle. Mais je pense que c'est important quand même d'essayer de trouver votre CNP pour avoir le même langage avec l'employeur. Est-ce que je peux vous demander quelle est la position que vous occupez ou que vous recherchez? Oui, mon CMP, c'est le 2244. Je suis en fait un technicien en avionique. Donc, mon CMP, c'est le 2244. J'ai trouvé des offres d'emploi similaires, mais avec un autre CMP, c'est le 7315. Oh, je vois. Mais vous savez, c'est tout à fait possible en fait, parce que parfois, il y a des profils qui ont des compétences dites transférables. Donc, il est tout à fait possible de trouver des similitudes entre différents postes avec différentes CNP. Donc, moi, je ne vois pas ça comme un problème. Au contraire, c'est une possibilité en fait d'occuper plusieurs postes. Donc, vous avez 2 CNP en définitive, puisque la fonction que vous occupez vous permet aussi d'occuper le poste d'une autre CNP. C'est bien ça? Oui, oui. Ok, parfait. Donc, oui, c'est pas un problème. Au contraire, je vois ça comme un atout. Une autre petite question, si je peux. Oui, bien sûr. Merci. À part les employeurs, est-ce qu'il y a des autres possibilités ou bien des autres opportunités pour décrocher un emploi via ce forum? Via ce forum, je dirais... À part le contact direct avec les employeurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, des communautés ou bien... Oui. Je vois ce que vous voulez dire et effectivement, c'est une autre manière. C'est effectivement une autre manière de le faire. C'est-à-dire que vous avez les employeurs, mais vous allez avoir des organismes à but non lucratif qui justement aident à l'installation des nouveaux arrivants francophones. Vous allez aussi avoir les membres du gouvernement. Donc,
moi, je pense que tous ces partis sont importants. Ce sont des acteurs économiques, en fait. Donc, les employeurs, c'est une porte d'entrée directe, c'est sûr, pour l'accès à l'emploi. Après, vous avez les organismes. Eux, ils pourront vous orienter. Ils vont pouvoir vous aider et vous dire exactement, OK, là, vous êtes dans la province, par exemple, de l'Ontario. Voici les postes qui sont les plus recherchés. Ou bien, moi, je vous recommanderais peut-être d'aller voir la province du Manitoba, par exemple, parce qu'il y a des opportunités qui correspondent à votre profil. Donc, ce n'est pas perdu. Moi, je pense que c'est très bien si vous allez voir les autres acteurs économiques qui pourront vous donner des pistes d'accès pour l'emploi. Et encore, le troisième acteur, c'est le gouvernement. Parce que là, vous avez la possibilité de venir au Canada par le biais d'un emploi, donc avec les programmes de mobilité francophone, mais en allant visiter les stands des différentes provinces, des différents gouvernements dans chaque province, vous allez pouvoir voir quelle est la voie la plus rapide finalement d'accéder au Canada. Est-ce que c'est la résidence permanente? Est-ce que c'est une nomination par la province? Vous voyez, donc ils vont vous donner beaucoup plus d'informations. Et tous ces contacts ne sont pas vains parce qu'il se peut que vous ayez des affinités même que vous allez développer avec une personne et cette personne va parler avec vous, il va vous dire « Oh, vous êtes dans quel secteur ?» et vous allez lui donner votre secteur et à partir de là, il peut vous dire bah, « Justement, moi, j'ai un collègue qui recherche une personne comme vous, Mesni, et je vous invite à entrer en contact avec nous. » Donc, c'est le réseautage en fait. C'est ce qu'on appelle le réseautage. C'est très développé au Canada et vraiment, je vous invite fortement à le faire. Je vous le recommande. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc, Assiatou, pour ajouter à ce que tu as dit, c'est que justement, Destination Canada, là, ce sera pendant 2-3 jours. Et pendant 1 mois, vous aurez accès à la plateforme. Mais il y a beaucoup d'opportunités d'emploi ici au Canada. Vous avez vu, là, nous sommes dans la semaine nationale de l'immigration francophone. Beaucoup d'activités autour de cette semaine ont montré combien le Canada a besoin de développer les francophones, a besoin d'avoir plus de francophones, autant sur le plan économique que sur le plan social ici. Et donc, francophone, bon, on parle moins d'anglophones, j'ai vu la question de quelqu'un tout à l'heure, parce que ben, déjà, la plupart des provinces sont anglophones. Et donc, le Canada étant bilingue, on recherche plus de francophones pour pouvoir offrir les services dans les 2 langues. Et ce qu'Aïssatou disait justement a beaucoup de valeur. Les provinces ont souvent des programmes parce qu'ils ont besoin d'employés dans tel ou tel domaine. Et les provinces lancent régulièrement. Et c'est un peu sur ce bassin d'emploi que les agences en immigration s'appuient pour faire les recrutements. Donc, ce sera une manière pour vous d'être en relation directe, de réseauter et de donner vos contacts à ces organisations-là. Parce que quand ils vont ouvrir des postes, ben, vous serez concernés, vous serez... Et souvent, l'immigration dans les provinces, de ce que j'ai entendu, je n'ai pas expérimenté, est beaucoup intéressante parce que quand ils ont vraiment besoin d'un corps de métier, ils vont ouvrir, ils vont faire tout de suite les papiers, et pour l'employé lui-même et pour sa famille en même temps. Alors que l'entrée express ou la mobilité francophone, souvent, c'est vous qui êtes concerné. Bien sûr, on va vous aider après à faire venir votre famille, mais en fonction des besoins, ils sont plus souples et ils donnent des opportunités. Il y en a qui vont jusqu'à offrir le logement pendant 1 an parce que c'est une province un peu reculée, parce que tout le monde veut venir en Ontario, au Québec, etc. Alors, d'autres provinces un peu moins connues, un peu reculées, mettent en place des incitatifs pour que vous veniez chez eux pour travailler parce qu'ils ont besoin de développer leur économie. Donc, Destination Canada, ce sera vraiment une porte ouverte, mais ne considérez pas qu'après ça, c'est fini. C'est vraiment, prenez l'opportunité de venir et justement pendant 1 mois, vous avez toujours accès à la plateforme parce qu'il y aura des conférences, il y aura des vidéos, il y aura beaucoup de choses que vous pouvez prendre, comme Louise le disait dans la présentation tout à l'heure, vous pourrez emmener avec vous de la documentation, des informations et vraiment tout ça que vous stockez. Et c'est des choses que nous, on n'a pas eu avant de venir au Canada. Et bon, c'est vrai que ça a été un obstacle ou pas, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'informations, de savoir ce qui se passe avant de venir. Merci. Merci pour vous, madame. Merci. Nous avons le prochain, ce sera Souma Horo. J'espère que je le prononce bien. Les mains levées. Vous pouvez parler, Souma Horo. Vous êtes mute, vous êtes en sourdine. Donc, activez votre micro.
Soumaoro, je vous ai donné la main, donc vous pouvez parler. Alors, bonjour, messieurs, dames. Vous m'entendez? Bonjour. Très bien, oui. Je suis Soumaoro, je suis de Côte d'Ivoire. Moi, je suis professeur d'anglais ici en Côte d'Ivoire. Je vais poser une série de questions, s'il vous plaît. On vous écoute. Il a suivi à Power Community les différentes sessions que vous avez faites avant celle d'aujourd'hui. Et il y a Mme Sonko, je crois, qui disait lors d'une des sessions que quand on est enseignant, puisque c'est une profession réglementée, arrivé au Canada, il vous est difficile d'enseigner directement. Parce que vous n'avez pas la certification de la province dans laquelle vous avez souhaité immigrer. Et actuellement, sur le forum Destination Canada, quand moi je vais dans la section recherche d'emploi, je vois beaucoup d'offres d'emploi concernant les enseignants. Tout à fait. Voilà, il y a certains, la plupart des provinces, pas quelques-unes, l'Ontario, la Colombie-Britannique, demandent qu'on ait une certification avant d'exercer ce métier-là. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous conseillez, par exemple, vous conseillerez à des personnes de postuler quand même à ces offres-là, quand bien même qu'on ne remplit pas toutes les conditions, par exemple? Et il y a certaines provinces qui vous disent, ça, ils mettent ça en parenthèse, ou bien vous avez la certification, ou bien vous êtes en mesure de l'avoir. Bon, il n'y a pas bien compris cette partie-là. Ils ont dit éligible ou bien en mesure de l'avoir. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer un peu. Oui. Merci pour votre question, Soumaoro. Donc, il y a plusieurs sous-questions. Je vais essayer de répondre. Et si j'en manque, n'hésitez pas à me relancer. Donc, effectivement, la profession d'enseignant est une profession réglementée dans la plupart des provinces et territoires du Canada. Donc, quand on dit réglementé, c'est-à-dire qu'il faut faire partie d'un ordre pour pouvoir enseigner. Néanmoins, comme vous l'avez constaté, et nous-mêmes sur place, on le constate, il y a une grande pénurie de main-d'œuvre dans l'enseignement, en fait. On a besoin vraiment on a besoin d'enseignement. Mais cet obstacle-là de la réglementation ne permet pas à des gens comme vous de travailler directement en tant qu'enseignant au Canada. Par contre, ce que vous pourriez faire, parce qu'étant donné la pénurie, les conseils scolaires essayent d'intégrer les enseignants de différentes manières. Ça peut être, par exemple, en faisant de la suppléance. Ça peut être une manière de faire en attendant d'obtenir votre réglementation. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller sur l'ordre des enseignants de la province qui vous intéresse pour essayer de connaître en fait les critères qui vous permettront d'avoir cette certification. Parce que peut-être qu'il est possible de le faire à distance. Il faudrait que je me renseigne. J'ai un léger doute sur cette question-là. Ou alors, peut-être dans votre projet d'immigration, envisager l'obtention de cette certification tout en étant ici, en prenant peut-être des cours qui seraient équivalents à ce que vous faites en Côte d'Ivoire, parce que les manières d'enseigner ne sont pas forcément les mêmes, les codes d'enseignement ne sont pas forcément les mêmes. C'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure d'enseigner, mais c'est qu'il faut, dans un premier temps, essayer d'assimiler les réglementations canadiennes en termes d'enseignement avant d'enseigner dans le métier. Une autre manière aussi d'intégrer la profession, c'est peut-être... encore une fois, j'aime beaucoup parler des compétences transférables parce que souvent les gens sont amenés finalement à se réinventer. Donc peut-être que dans ce que vous faites, dans l'enseignement, vous avez la possibilité de trouver d'autres emplois qui pourraient vous mettre au plus proche du secteur de l'éducation. Donc je sais que la suppléance, et peut-être Edith pourra me compléter là-dessus, la suppléance, c'est une manière d'entrer dans le secteur de l'éducation tout en faisant en parallèle sa certification pour finalement être enseignant au Canada. Donc, c'est plusieurs choses que je vois. Donc, déjà, premièrement, c'est vous renseigner par rapport à l'ordre des enseignants pour savoir quels sont les critères d'admissibilité. En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire à distance depuis la Côte d'Ivoire? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est d'essayer de voir au niveau des emplois dans l'éducation, si vous ne pouvez pas postuler à cause de cette mention-là qui est très importante, parce que c'est certain que si vous n'êtes pas membre de l'ordre des enseignants,
malheureusement, votre candidature ne pourra pas passer parce que c'est une condition sine qua non, si vous voulez. Néanmoins, on vous dit ou en phase d'obtention. Donc, ça veut dire que si vous avez tous les renseignements pour être dans le processus d'obtention de votre certification et que vous postulez à cette offre-là, vous êtes susceptible d'être éligible. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire en parallèle et profiter de ce forum pour aller directement parler au conseil scolaire qui pourront vous dire en fait ce qu'il en est. Peut-être qu'il y a d'autres alternatives en attendant de pouvoir enseigner directement. Exactement, Aïssatou. Donc, tu as vraiment couvert la question. Et l'idéal, comme Aïssatou l'a dit, c'est d'essayer de se renseigner déjà parce qu'ils ont ouvert la porte en disant « est susceptible de l'avoir ». Susceptible de l'avoir, mais tout le monde peut appliquer à l'ordre des enseignants. Et en fonction de vos qualifications, ils vont vous demander de faire des crédits additionnels. Le fait d'être enseignant déjà avant de venir, ça fait que vous avez certains crédits. Donc, la connaissance est transférable, comme elle a dit aussi. Donc, il y a certains crédits que vous aurez déjà et vous allez peut-être passer moins de temps, ils vont vous demander moins de crédits que quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'enseignement. Par expérience, pour enseigner en francophone ici, dans les établissements francophones, pour la suppléance, il suffit de parler couramment français et d'avoir un diplôme d'études supérieures. Donc, la suppléance, c'est que vous n'êtes pas enseignant titulaire. Vous êtes inscrit, vous passez un entretien, ils regardent vos dossiers, ils voient que oui, vous parlez correctement français, vous avez un diplôme d'études supérieures qui fait que grâce aux connaissances transférables, les soft skills, comme on dit, vous avez peut-être travaillé dans un autre domaine, mais vous êtes capable d'enseigner. Et donc, la suppléance, c'est que vous êtes professeur remplaçant. Donc, la différence, c'est que vous n'avez pas de poste dans une école particulière. Vous êtes inscrit dans un conseil scolaire. Ils vont vous appeler. Ça peut être ce soir pour demain. Ça peut être pour une semaine pour remplacer, mais ce n'est jamais des longs termes. Et donc, ça permet parallèlement, beaucoup de suppléants d'ailleurs sont inscrits pour faire leur certification, pour être enseignants, pour avoir le baccalauréat en enseignement. Et ils ne sont pas forcément, ceux qui ne sont pas enseignants du tout à la base, ils ont 2 ans de certification et donc ils ont des cours. Maintenant, il y a des modules en ligne et tout ça. Donc, effectivement, regardez l'ordre des enseignants de la province et vous allez voir toutes les procédures. Et c'est important de commencer maintenant parce que étant sur place au pays, vous pouvez facilement aller prendre vos diplômes, avoir les certifications, tout ce qu'ils demandent. Ils peuvent demander que les diplômes soient transcrits, etc. Parce que souvent, on n'a pas l'original, on a une copie, etc. Et quand on est ici, c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver quelqu'un qui va l'envoyer, il faut DHL, il faut ceci. Et donc, de commencer déjà à aller sur le site de l'ordre, voir tout ce qui est requis et commencer à réunir les documents. Et être capable en entretien, par exemple, de dire oui, moi, j'ai vu qu'il faut ceci, cela. Étant déjà enseignant, j'ai telle certification qui va me permettre. Et pour qu'ils vous donnent les crédits, là, il faut qu'ils voient vraiment les certifications que vous avez, qu'ils aient tous les papiers qui correspondent à ce qu'ils veulent. Souvent, ils demandent même le curriculum. Alors que dans nos pays, les formations ne sont pas organisées comme ça, où l'école peut te donner, voilà ce qu'on va faire dans l'année, etc. Et donc, quand ils demandent ça, il faut se rapprocher de l'école ou d'autres institutions qui savent comment le faire. Et donc, moi, je vous invite à nous contacter. Nous avons pas mal d'enseignants dans la communauté. Donc, envoyez vos questions par courriel. On va essayer de trouver des enseignants qui sont passés par ce processus-là, qui peuvent vous donner des réponses plus précises. Et je voudrais... Allez-y. J'aimerais simplement dire que ce qu'on vous donne comme renseignement, c'est aussi valable pour d'autres ordres. Hein. Il y a les ingénieurs, il y a les médecins dans la santé. Donc, il faut vraiment regarder si votre métier ne nécessite pas de faire partie d'un ordre avant d'exercer au Canada. C'est très important. Excusez-moi, Soumaro, vous pouvez continuer. Merci. Comme vous l'avez souligné, là, je me suis renseigné un peu des jours en amont. Je sais qu'au Manitoba, par exemple, c'est un peu difficile. Ils demandent qu'on vienne là-bas, je crois, pour le faire. Mais il y a le Nouveau-Brunswick, par exemple, qui le fait à distance, je crois. Et puis à l'Ontario aussi. Et il y a une panoplie de documents qu'ils demandent, beaucoup de documents. Maintenant, la seconde question que je voulais poser, quelqu'un parlait d'adaptation du CV à l'offre d'emploi. Et vous avez dit que je peux prospecter des offres de suppléance, par exemple. Aujourd'hui, j'ai vu une offre d'aide enseignant.
Très bien. Aide enseignant, voilà, je n'ai pas vu il n'y a pas de conditions particulières, on n'a pas demandé d'avoir un certificat ou une certification d'une province. Oui. J'ai postulé à cette offre-là. Et comme mon domaine, qui est l'enseignement, est un peu proche de l'éducation aussi de la petite enfance, je ne sais pas si vous conseillerez cela à des personnes. Est-ce qu'on pourrait postuler, par exemple, pour être éducateur des enfants, par exemple? Si oui, comment est-ce qu'on peut faire l'adaptation sur le CV, étant donné que quand vous postulez à une offre d'emploi sur le forum de Destination Canada, vous n'avez pas accès à votre CV. Vous voyez l'emploi, ils écrivent postuler maintenant, vous cliquez dessus et puis l'offre est partie. Votre demande est partie. Donc, vous n'avez pas accès à votre CV pour le modifier et puis l'adapter à l'offre à laquelle vous voulez postuler. Oh, c'est une bonne question, merci pour ce point. À défaut de pouvoir l'adapter à ce moment-là, sachez quand même que les personnes qui vont lire votre CV vont quand même voir les similitudes et les compétences dites transférables que vous avez et qui pourraient correspondre au poste. Et aussi, pour répondre à votre question, est-ce que c'est une bonne chose de postuler en tant qu'aide éducateur ou éducateur? Je pense que oui, car vous avez tout à fait, il me semble, les compétences pour le faire. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous, on fait. C'est-à-dire que quand on va recevoir les CV, il y a de grandes chances que tous les CV ne soient pas adaptés ou ne correspondent pas au format canadien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même évaluer ces CV-là et on va les inviter à nous envoyer un CV adapté en leur donnant les modèles. Donc, c'est tout à fait probable que vous soyez aussi dans ce cas-là lorsque la personne vous contactera. Donc, pas d'inquiétude. Merci pour cette précision parce que ça permet aussi aux autres participants de savoir qu'il n'est pas possible d'adapter le CV en ligne une fois que c'est parti. C'est-à-dire que vous avez déjà téléchargé votre CV et que vous ne pouvez que juste envoyer en cliquant sur envoyer. Donc ça, c'est un élément que vous avez partagé ici qui est important. Mais soyez assurés, les employeurs vont faire le travail quand même d'analyser chacun des CV et de voir s'il y a soit une expérience ou une compétence, quelque chose, un parcours académique qui permet de faire le lien entre votre CV et l'offre d'emploi. Du coup, Aïssatou, est-ce que l'employé, enfin le candidat, peut avoir contact donc avec l'employé après? Parce que après les entretiens, il est recommandé d'envoyer une lettre de remerciement. Est-ce que du coup, s'il a le contact de l'employeur, en envoyant sa lettre de remerciement, il peut envoyer un CV adapté? Ou alors avant, parce que c'est vrai que l'envoyer après, c'est comme s'il adaptait en fonction de l'entrevue, mais est-ce qu'il peut expliquer ou venir avec le CV à l'entretien et expliquer que quand je postulais à Destination Canada, il fallait faire un CV qui rentre dans beaucoup de cases. Et maintenant, pour votre offre spécifique, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais c'est une expérience que j'ai eue, mais que je n'ai pas mis tous les détails avant. Mais là, par rapport à votre offre, cette expérience-là, elle est plus relevante. Est-ce qu'il peut y avoir toutes ces opportunités-là? Oui, c'est un très bon point. Et en même temps, en vous écoutant, je pense à plusieurs solutions. Est-ce qu'il serait alors pas plus judicieux d'attendre de participer au salon, rencontrer les employeurs, avoir le contact justement pour pouvoir envoyer ce CV-là? Et c'est pas impossible de le faire après coup. Et donc, du coup, au lieu, effectivement, Edith, comme vous le dites, c'est peut-être un peu tard de faire la lettre de remerciement parce que c'est juste avant l'entrevue. Est-ce qu'il serait bon, peut-être on peut voir peut-être un message de suivi parce que l'avantage que vous allez avoir après le salon, c'est de contacter la personne peut-être en utilisant le prénom de la personne, puisque vous aurez déjà rencontré la personne sur le forum. Vous serez en mesure de dire ça m'a fait plaisir de vous rencontrer sur le stand. Comme convenu suite à notre discussion, je vous fais parvenir mon CV adapté à l'offre, enfin peut-être pas mettre le mot adapté, mais mon CV pour l'offre d'emploi qui m'intéresse et dont nous avons échangé. Donc ça, je pense que ce serait utile de le faire. Donc, vous pouvez quand même continuer à sélectionner les offres d'emploi qui vous intéressent en envoyant votre CV directement. Mais effectivement, Edith, c'est une bonne suggestion de faire un suivi avec l'employeur et peut-être d'envoyer de manière un peu plus personnalisée votre CV à l'employeur. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il est important de prendre le temps de discuter avec chaque employeur, chaque partenaire, de faire du réseautage. C'est vraiment important. Je pense que c'est là où vous aurez la différence. Et peut-être même
que les employeurs vous diront, quand vous allez vous adresser à nous, mettez tel message dans l'objet de votre message pour que justement ça fasse la différence par rapport au flot de messages qu'on va recevoir. Yes. Alors, il y a 2 mains levées. Oui. On va commencer avec Mesni. Merci pour vous. Donc, ma question est, qu'est-ce qu'on va voir exactement le jour J, c'est-à-dire à partir du 18 au 20 novembre? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on va voir exactement? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y a des conseils en postulant vers les emplois? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste, je vois l'offre d'emploi, je clique sur postuler et ça suffit, ou bien je dois remettre une lettre de motivation en contactant l'employeur via son site officiel? Merci. Vous avez vraiment d'excellentes questions. Merci beaucoup. Alors, pour la première partie de la question, je dirais que en fait, la différence entre maintenant, les 3 jours de forum et l'après, c'est simplement l'interaction. C'est-à-dire que pendant les 3 jours du forum, vous allez avoir en direct la possibilité de parler avec les employeurs, les partenaires, les organismes, les représentants des communautés. Donc, c'est vraiment... Ce jour-là, il faudra vraiment optimiser et je pense que clavarder, c'est le terme qu'il utilise, c'est-à-dire discuter directement avec les employeurs, ça va vraiment être la chose sur laquelle vous allez devoir vous concentrer, étant donné que vous avez déjà envoyé les CV. Et ce que je comprends aussi je crois que c'est Soumaro qui disait ça, c'est qu'en fait, quand vous cliquez pour postuler, vous n'avez pas d'autre option. Vous allez juste cliquer, postuler, et ça envoie automatiquement votre CV à l'employeur. Donc, c'est après ça, je pense que vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire que quand vous allez rencontrer l'employeur en direct, vous allez pouvoir lui dire que vous avez postulé pour l'offre et il pourra vous dire si c'est suffisant ou s'il veut que vous l'adressez directement à lui et il pourra peut-être vous donner un contact direct. Donc, c'est ça que je vois en fait pour le déroulement, c'est-à-dire qu'avant, vous avez l'option de postuler directement à toutes les offres d'emploi qui vous correspondent. Pendant, vous avez la possibilité et de postuler et de communiquer avec les employeurs et aussi d'assister à des conférences et de télécharger tous les documents dont vous aurez besoin. Et après, ce sera essentiellement du suivi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu la possibilité de visiter tous les kiosques, parce qu'il y en aura beaucoup, il y aura énormément de kiosques, moi, honnêtement, je pense que ce qu'il faut faire pour optimiser votre participation, c'est de parcourir le guide que vous avez reçu, encercler peut-être les endroits où vous voulez vraiment avoir une interaction avec une personne qui sera sur le stand. Et après, par la suite, vous aurez tout le temps de revenir. Seulement, les interlocuteurs ne seront pas là en présentiel. C'est la seule chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut être un peu stratégique ce jour-là. Oui. Merci pour vous. Je vous en prie. Alors, le prochain, ce serait Abdel Nasser. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Ah, d'accord. Donc, j'ai une question. Alors, je parle de mon cas. Je travaille en centre d'appel pendant 5 ans. J'ai 4 ans d'expérience en service clientèle et soutien technique. Et actuellement, j'occupe un poste de superviseur. Mais je n'ai pas trouvé de CNP qui correspond à mon dernier poste superviseur. Pourtant, j'ai postulé pour beaucoup d'opportunités de service clientèle. Ma question, est-ce que cela va impacter la décision du recruteur parce qu'il va dire pourquoi cette personne postule pour un poste qui est inférieur alors qu'il a déjà des bonnes compétences? Alors, j'ai une question pour votre question. Pourquoi postuler à un poste inférieur si vous avez les compétences et l'expérience actuellement? Parce que déjà au Canada, donc, il y a plus d'opportunités, il y a des chances pour évaluer rapidement en comparant avec notre pays, parce que moi j'habite au Maroc. Donc c'est la seule raison. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas trouvé de poste de superviseur sur la plateforme. C'est surtout ça. Oui. D'accord.
ça va pas nécessairement impacter, mais je me demande est-ce que vous avez été en mesure de trouver des postes de service à la clientèle? Oui, j'ai trouvé beaucoup de postes, oui. Ok. Bah, je vois deux choses. Effectivement, impacté, mais je me demande est-ce que vous avez été en mesure de trouver des postes de service à la clientèle? Oui, Ok, parfait. Donc, deux choses. Sachez dans tous les cas que si vous avez l'expérience professionnelle, ça, je parle en général pour tout le monde. Je sais que les gens qui sont à l'étranger ont tendance pas à minimiser, mais un petit peu à sous-évaluer leurs compétences, leur expérience. Vous pouvez tout à fait, vous avez l'expérience, compétences en tant que superviseur. Vous pouvez viser ces postes-là. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Mais ça ne vous empêche pas de viser les postes en deçà puisque vous avez évolué en ce sens-là. Vous avez 4 ans d'expérience en service à la clientèle et vous avez maintenant le statut de superviseur. Ça veut dire que vous êtes en mesure de faire les deux. Et ça peut être aussi une manière d'entrer en matière et après, plus tard, d'évoluer en tant que superviseur. Mais en termes d'impact, je ne pense pas que ce soit négatif. C'est une manière de faire. Vous pouvez le faire. Et ce que je vous recommanderais aussi, c'est que peut-être que vous n'avez pas trouvé de poste de superviseur dans votre secteur d'activité, à savoir le service à la clientèle, mais sachez qu'il y a d'autres postes de superviseur dans d'autres secteurs. Peut-être que vous seriez intéressé. Nous, par exemple, chez nous, on a des postes de superviseurs dans l'alimentation. Je ne sais pas si c'est un secteur. Ah oui. J'avais postulé oui, pour McDo. C'est la seule. Je l'ai vu, oui. Et une dernière question, c'est la même, mais pour les études. Si vous avez un niveau supérieur, soit un master ou bien une licence, est-ce qu'il y aura des observations à ce propos? La première chose avant même de vous répondre serait déjà de voir si vous avez fait l'équivalence des diplômes. Ça, je pense que c'est un critère. Oui, oui, je l'ai fait. Ouais. Et est-ce qu'on vous a donné le niveau master? Non, bachelor, donc bachelor. Bachelor, donc ça correspond à licence. Donc, effectivement, dans ce cas-là, c'est la mention que vous allez pouvoir indiquer dans votre CV, c'est de mentionner la licence parce que c'est l'équivalence qu'on vous a donnée au niveau de l'organisme WES. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je voudrais juste faire un petit commentaire à la première question d'Abdel. Abdel, en fait, avoir une progression naturelle dans un job jusqu'au poste de superviseur n'enlève à rien le fait de vouloir retravailler comme support à la clientèle. En fait, au Canada, en Amérique du Nord en général, les gens partent de directeur je vais être un peu folle là, à peut-être serveur à McDo parce que la vie, ça arrive la vie. Et je te promets, c'est un atout sur ton CV. Ça montre ta flexibilité, ça montre ton adaptabilité. D'accord? Donc, tout dépend de la façon dont tu te vends et de la façon dont tu le présentes à l'employeur. Oui. Donc, c'était ça mon petit commentaire. Donc, il ne faut pas avoir honte ou avoir peur de regresser ou bien de régresser ou bien dans la continuité de son travail. C'est tout à fait normal. Et c'est normal, effectivement, oui, parce que déjà, un poste supérieur au Canada, c'est un peu difficile parce que vous ne connaissez même pas la culture des Canadiens. Donc, il vaut mieux de commencer avec un poste qui est un peu inférieur. Comme ça, tu auras beaucoup d'informations, comment les gens se comportent et tu seras à l'aise en parlant avec des Canadiens et d'autres cultures, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que... oui. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, malheureusement. Là, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, ce n'est pas ce que je voulais dire, ça. Il ne faut jamais, Aïssatou vient de le dire, ne jamais vous vendre en dessous de votre compétence. Mais oui. Absolument pas. Ce n'est pas parce que vous êtes parti d'un poste de directeur, et je vais encore prendre cette analogie, à serveur à McDo, que vous n'allez pas vendre vos compétences en tant que directeur. Non et non. En fait,
quand je dis ça dépend de comment vous présentez la situation, c'est exactement ce que vous venez de faire là. Ne vous sous-vendez pas. Vous avez les compétences d'un superviseur Abdel, vendez-vous comme tel, même si à la base, vous êtes parti en tant que service à la clientèle, OK? Oui, j'ai compris. Oui. Voilà, il faut essayer de construire là-dessus, pas vous dégrader dans le processus. Et c'est de ça dont Aïssatou parlait. Merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on voit très souvent encore et encore et encore, mais ne jamais le faire. Ça, c'est pas bon signe du tout pour l'employeur. Ça donne le reflet de quelqu'un qui manque de confiance en lui. Et c'est pas bon. Oui. Il ne faut pas avoir peur de dire que je suis parti directeur à serveur à McDo. Il faut l'utiliser. Ben, écoute, je me suis retrouvée dans une situation où je voulais le faire, je fais ce que j'ai à faire. C'est un atout, c'est de la résilience. Oui. Donc, il faut savoir vendre ses compétences. Voilà. Merci Rose, merci à Aïssatou et à Abdel d'avoir envoyé ce sujet-là. Moi, je souris dans mon coin là parce que je me dis, waouh, comme j'aimerais entendre tout ça avant de commencer mon processus d'immigration. Parce qu'effectivement, à un certain moment, on veut juste faire, on veut partir au Canada ou on veut travailler, donc on accepte de travailler. Moi, je suis venue au Canada, je suis allée en France, je suis revenue au Canada et chercher du boulot, effectivement, ce n'est pas facile. Et tu peux être prêt à prendre tout et n'importe quoi parce que tu veux du boulot. Je donne un exemple tout simple. Quand nous sommes venus en Ontario il y a presque 3 ans, mon mari et moi étions tous les deux en recherche d'emploi. Ingénieur en informatique, ingénieur ivoirien. Mais jusqu'à présent, aucun de nous deux n'a fait la démarche pour s'inscrire à l'ordre des ingénieurs. Pourquoi? Parce que c'est des informations que tu n'as pas forcément. Et quand tu en parles dans la communauté, ben, certains sont ingénieurs, te disent, moi, je ne suis pas à l'ordre des ingénieurs, ça ne m'a rien coûté. J'ai travaillé sans ça. Et savoir l'importance de certaines choses ou de certaines démarches, ça peut apporter. Et moi, j'ai accepté un travail de technicien. Donc, j'ai travaillé comme technicienne support applicatif au conseil scolaire en français parce que ben, on est arrivé en Ontario avec un niveau d'anglais, vraiment le niveau au pays, tu es excellent en anglais, mais ce n'est pas la même chose quand tu arrives en Ontario, vous voyez? Oui. Et donc, chercher du travail en anglais, même si tu es qualifié dans ton secteur, au-delà des compétences, il y a le réseau. Comme l'a dit Aïssatou, il faut profiter de Destination Canada pour avoir un réseau. Les employeurs qu'on va contacter, ne pas hésiter à prendre leur profil LinkedIn et aller leur demander une relation professionnelle sur LinkedIn, etc. Le réseau. Donc, quand tu n'as pas le réseau et que tu n'as pas d'occasion comme Destination Canada où tu as des employeurs qui vont te donner la chance d'exprimer ce que tu sais, ben, du coup, tu as tendance à, OK, ben, ça au moins on me propose. Et puis, c'est vrai que quand tu as déjà immigré et que tu es là, ben, tu as des défis substantiels. Et donc, il faut avoir le salaire pour payer le loyer. Il faut... Donc, tu acceptes. Comme je vous dis, j'ai été technicienne pendant 2 ans et demi, 1 an et demi, pardon. Et ben, après, j'ai quitté, j'ai créé une entreprise de consulting en informatique et je continue avec. Mais c'est des étapes. Et de savoir effectivement avoir confiance en soi et puis savoir vendre ce qu'on est, ce qu'on a. Et surtout quand je suis dans une position, je ne suis pas en train de demander, je suis dans mon pays, c'est vrai que je veux venir au Canada, mais si j'ai mon boulot dans mon domaine, c'est encore bien. Et puis oui, tu ne connais pas la culture du Canada, mais tu ne vas pas impacter les gens. Tu peux impacter les gens avec toi, ta culture aussi. Tu as managé dans ton pays. C'est des compétences, quel que soit le pays. Après, tu vas apprendre à les connaître et à t'adapter à eux. Mais le travail en tant que tel, tu l'as appris. Ils ont appris la même chose à l'école aussi que toi. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre clarification. C'est très gentil. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je souhaite te poser une question, madame, s'il vous plaît. Soumaoro. Oui, Soumaoro, vous pouvez y aller. Je vous ai pris, merci encore une fois. Je vous ai pris en cours, donc je ne sais pas s'il y a un intervenant qui a posé la question sur la lettre de présentation, que nous on appelle lettre de motivation ici en Côte d'Ivoire. À quel moment, puisque sur le site de Destination Canada, il est fait de sorte que quand vous postulez, on ne vous demande pas lettre de présentation. Donc, c'est à quel moment on la soumet, s'il vous plaît? Oui, effectivement, on l'a un peu abordé. Donc, en fait, sur le moment, ce ne sera pas possible puisqu'il n'y a pas possibilité de télécharger d'autres fichiers que le CV. Par contre, quand vous allez faire votre suivi,
auprès d'un employeur, vu que vous aurez les contacts directs, vous allez pouvoir présenter une lettre de motivation que vous allez pouvoir adapter d'ailleurs. Ça compris. Merci un peu. Je vous en prie. Je vois une question de Jean dans le chat qui demande, donc il aimerait savoir si c'est aussi grave de ne pas avoir l'équivalence de ses diplômes à ce stade du processus. C'est une bonne question. Non, à ce stade-là, je ne sais pas si, Edith, tu veux répondre ou je continue? Oui, je pense qu'il faut faire la démarche dans la mesure où on veut aller au Canada, donc on en aura forcément besoin. Donc, il faut se renseigner et commencer à faire ce qu'il faut. Ne pas l'avoir maintenant pour l'entretien, non, ce n'est pas important. Si l'employeur il est intéressé par votre profil qu'il vous retient, c'est des choses qu'il va vous demander par la suite. Donc, commencez déjà, puisque vous êtes dans le processus, commencez à le faire. C'est ça, exactement, parce que ça va vous être utile, quoi qu'il en soit, pour l'immigration. Et il y a la même question pour les tests de langue. Donc, du coup, peut-être sur le moment, ce n'est pas nécessaire. Ça ne va pas être un handicap, en tout cas, pour participer à Destination Canada, mais ça va vous être utile par la suite. Et s'ils veulent des francophones, j'imagine que l'entrevue sera en français. Oui. Donc, ça leur permettra de bien évaluer. Après, le test, c'est peut-être pour d'autres documents, paperasse administrative. Exactement, comme l'immigration, ça vous sera demandé. Et sachez en fait que les organismes par lesquels vous passez, ce sont des organismes aussi connus par les employeurs. Donc, c'est intéressant pour les employeurs, lorsque vous parlez d'équivalence des diplômes, ils sauront exactement ce à quoi vous faites référence. Pour les tests de langue également, c'est le benchmark, c'est la lecture en fait de votre niveau d'anglais qui est commune à tout le Canada. Donc, ce sont des indicateurs supplémentaires qui peuvent aider, mais ce n'est pas sur le moment, à l'instant T, ce n'est pas nécessaire. Mais pensez-y quand même parce que plus tard, ça peut vous être utile. Par exemple, pour l'ordre des enseignants, tous ces documents-là sont nécessaires. Alors, là, on va arrêter un tout petit peu avec les phases questions-réponses pour parler, pour faire un résumé sur les points essentiels pendant l'entrevue. Donc, je vais laisser Edith en parler un tout petit peu et puis Aïssatou pourra renchérir bien après. OK, merci Rose. Donc, j'ai la présentation de Micheline qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, malheureusement. Et je vais la partager pour qu'on puisse s'en inspirer, pour revoir un peu ce qu'elle nous a déjà présenté sur le résumé. Il ne me permet pas de partager. C'est bien visible, hein, Edith. Hein. C'est super bien visible. Je vais le présenter en c'est bon, hein. Vous pouvez y aller comme ça. OK, d'accord. Voilà, donc du coup, vous aurez l'entretien d'embauche. La première chose à gérer déjà, c'est son stress. C'est de se dire, je suis en poste, vous êtes en poste là où vous êtes ou pas, mais l'employeur, il ne le sait pas. Et donc, c'est quelque chose à tenter. Ça va marcher ou pas. Mais si je stresse, ça va encore moins marcher. Donc, il faut juste se dire, ben, je vais aller rencontrer quelqu'un et je vais lui vendre ce que je sais faire. Alors, peut-être qu'il va être intéressé et alors il va me prendre. Mais je pense que déjà, vous avez été sélectionné, vous allez appliquer au poste qui vous correspond. Donc, ce serait déjà ça. Donc, elle nous conseille ici quelques jours avant l'entretien de se renseigner sur l'entreprise pour avoir plus d'informations sur le poste en question. Donc là, comme c'est vous-même qui êtes allé choisir, ne vous limitez pas à l'offre qui est là. Allez regarder un peu plus sur Internet. On a la chance, c'est une grande bibliothèque en ligne. Allez chercher un peu plus sur cette entreprise-là et voir pourquoi peut-être ils ouvrent ce poste-là et comment vous pouvez interagir avec eux. C'est toujours intéressant de communiquer avec quelqu'un quand on a l'impression qu'on se connaît. Et c'est important aussi de faire des recherches sur l'entreprise pour pouvoir poser des questions. Parce qu'ils vont toujours vous demander à la fin, est-ce que vous avez des questions pour nous? Donc, posez des questions liées au poste qui peuvent vous ramener à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils recherchent. Comme elle le dit, si le Canada est un pays très anglophone, mieux vaut prévoir quelques phrases, quelques réponses à des questions en anglais. Il faut s'y attendre parce que le Canada est bilingue. Donc, ils cherchent certainement un poste francophone. On peut être emmené à répondre à des courriels qui sont en anglais. Et donc, ils vont vous poser une question en anglais.
le piège à éviter quand on pose la question en anglais, c'est de répondre en français. Donc, si vous posez la question en anglais, répondez en anglais. Même pour dire, je parle bien anglais, mais je ne suis pas très à l'aise, et continuez peut-être en français, mais montrez quand même ce que vous pouvez faire en anglais. Montrez un peu votre aisance en anglais. Donc, la pratique, elle a fait un peu la dernière fois. On va toujours vous demander de parler de vous. Alors, présentez-vous, parlez-nous de vous. Ce serait vraiment rapidement de dire qui vous êtes, quels sont les points forts qui vous définissent par rapport au poste. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quelle expérience avez-vous dans ce domaine? Pourquoi vous avez quitté votre précédent emploi? Ça, c'est des questions qu'ils peuvent vous poser. Pourquoi j'ai quitté mon précédent emploi? Ah, mais parce que mon employeur, il m'emmerdait. Non, ça ne passe pas. Parce que c'est un employeur qui est en face de vous aussi. Et donc, non, j'ai quitté, ou alors non, je suis toujours en poste et j'ai un projet d'immigration au Canada. Et donc, si ça aboutit, je vais, dans mon projet, préparer mon processus d'émission, etc. Ou alors, oui, je ne suis pas en poste, mais j'ai quitté mon poste parce que je recherchais autre chose, pour d'autres challenges. Même si ça ne se passait pas bien, ce n'est pas le moment de le dire. Postulez-vous pour d'autres offres d'emploi? Oui, là, il veut savoir, ben oui, c'est Destination Canada, c'est une opportunité. Donc, oui, certainement. Donc, ça, ce n'est pas un problème de dire que vous postulez pour d'autres. Et s'il est vraiment intéressé par votre candidature, peut-être que ça va l'obliger à faire vite, à prendre vite une décision avant que quelqu'un d'autre vous dise oui. Donc, il faut être toujours franc en entretien, mais ne pas aller dire des choses dont ils n'ont pas besoin. Il n'a pas besoin de savoir que, ben, oui, mais ma femme aussi, elle est pharmacienne, elle travaille beaucoup, donc non, il n'a pas besoin de savoir. Il faut répondre, il faut aller à l'essentiel, répondre à ce qu'il vous demande, et peut-être s'il y a d'autres points qui se relient, qui n'a pas demandé, vous pouvez le rajouter si c'est un plus pour vous, mais ne pas aller dans ce qui vous arrange pas là. Pourquoi voulez-vous travailler pour cette compagnie? Oui, ça c'est justement, en allant faire la recherche sur la compagnie, vous pourriez savoir pourquoi vous voulez travailler pour eux. Et en ce moment-là, vous pourriez répondre à la question. Oui, parce que j'ai vu que vous êtes intéressé, vous avez un programme qui m'intéresse, vous faites ci et ça pour la population, et ça me touche, et j'aimerais participer à ça, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours aimé ça. Donc voilà des points essentiels qui vont vous aider à préparer un peu cet échange-là avec l'employeur. Nous avons des questions. Oui. Moi, je vais revenir à... Nous avons deux questions, en fait. La première question, c'est de Asus PC, je suppose, c'est le nom de... Je voulais savoir, est-ce que je peux postuler à une offre d'emploi, même si je n'étais pas invitée au Forum Destination Canada? Aïssatou? Oui, effectivement, c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant. En fait, pendant 1 mois, vous allez avoir accès à toute cette plateforme-là. Donc, le manque d'invitation, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est simplement parce qu'il y a des quotas et ils peuvent recevoir que 3000 personnes par jour pendant ces 3 jours. Donc, même si vous n'avez pas été sélectionné, cela ne vous dispense pas de postuler à un poste qui vous intéresse, surtout si vous correspondez à l'offre. Ce qu'ils ont expliqué aussi dans les courriels qu'ils ont envoyés, c'est qu'à partir du 22 novembre, tous ceux qui ont postulé pourront accéder à la plateforme. Et donc, Destination, c'est du 18 au 20. Donc, le 22, ils vont ouvrir, mais il y aura encore des postes ouverts. Et là, vous pourrez postuler. Tant que les postes sont ouverts, en fait, ils vont laisser... la plateforme reste pour 1 mois. Et pendant 1 mois, tant qu'il y a des postes, vous pouvez appliquer. Mais vous pouvez surtout aller pour télécharger les informations, regarder les vidéos. Et... Une autre question. Est-ce que c'est possible de suivre l'entretien avec son épouse? Absolument pas. Je pense que la question, c'est parce que dans le dossier, quand ils appliquaient, c'était demandé si tu immigres avec ton épouse, il faut qu'elle applique en même temps, qu'elle fasse aussi un dossier, mais qu'elle applique et que vous choisissiez la même date. Ouais. Donc, Aïssatou, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça, du coup? Non, mais le truc, c'est vous êtes 2 personnes différentes. Vous ne pouvez pas aller en entrevue
pour votre job avec votre femme ou votre conjoint. Ce n'est pas possible. Si votre femme ou votre conjoint, chacun d'entre vous est invité ou vous avez pour une entrevue, chacun va à son entrevue séparément. Et une petite astuce, on va en parler un tout petit peu vers la fin de cette présentation, les astuces à ne pas faire parce que c'est une entrevue en ligne et il faut vraiment scruter son environnement. Si vous n'avez pas d'espace chez vous, essayez de trouver un autre endroit où tous les deux, si jamais vos heures coïncident, chacun aura de la liberté de s'exprimer sans toutefois peut-être causer de l'interférence pour l'autre, quoi. Donc, absolument pas. Je vais laisser Aïssatou répondre un peu plus davantage à cette question. Oui, je rejoins mes collègues Rose et Edith, effectivement. Mais tout simplement, on peut même poser la question à l'envers. Est-ce que vous accepteriez que si vous avez une offre d'emploi, que la personne se présente avec son épouse? Je ne pense pas, parce qu'en fait, ça s'adresse à vous. C'est vous qui avez postulé. Donc, vous avez postulé, vous avez fait votre demande. Et on vous reçoit, vous. On ne reçoit pas, on ne va pas vous recevoir, vous et la conjointe. En revanche, quand vous allez rencontrer, par exemple, les partenaires, le gouvernement, si vous avez des questions communes en immigration, oui, ce n'est pas un problème. Mais quand, en termes d'emploi, vraiment, il faut tout garder de professionnel comme si c'était dans la vie réelle. L'écran, là, c'est juste une interface, mais ça n'enlève en rien le côté professionnel que vous devez dégager durant les entrevues. Donc, avoir même l'apparence professionnelle, essayer d'avoir vous voyez, moi j'ai fait l'effort, on voit un petit peu ma télé d'ailleurs, c'est pas, normalement je devrais faire comme ça, vous voyez, il faut vraiment vous arranger pour que votre espace soit vraiment professionnel, comme si vous pouviez passer l'écran en fait, tout simplement. Super, merci. On a d'autres questions? Je pense qu'il y a une autre question, oui. Merci pour la présentation. S'il vous plaît, aura-t-on accès à l'enregistrement de la présentation? Tous les contenus à ce moment sont diffusés sur notre page en live, sur notre page Facebook. Donc, ce serait possible d'aller refaire du replay. Et puis, on va aussi le mettre sur notre site Aquaba. Donc, vous pourriez aller là-bas encore chercher le lien et regarder. Voilà. Et c'est cette présentation que Edith est en train de projeter en ce moment est déjà présente dans nos précédentes communications sur notre site web. Il y a une petite question d'Abdel Nasser juste avant. Il y avait une question avant? Oh, oui. D'accord, pardon. Puisqu'on a postulé à plusieurs entreprises, allons-nous avoir un délai pour préparer à l'entretien afin d'avoir le maximum d'informations de cette entreprise? Ou bien il faut se préparer dès maintenant? Bon, la réponse est dès maintenant. En fait, ça devrait être hier. Si vous aviez cette information hier, ouais, le plus tôt possible. Et puis, je vais laisser Aïssatou renchérir. Hein. Oui, effectivement, c'est depuis hier, parce que vous avez l'avantage, en fait, d'avoir accès déjà au nom de l'employeur, au descriptif. Donc, c'est à vous de faire les exercices pour avoir le maximum d'informations pour être prêt pour l'entrevue. Vous pouvez très facilement trouver en fait les questions types. Il y a des questions types sur Internet que vous pourriez trouver pour les entrevues au Canada. Donc, c'est des choses que vous pourrez travailler en amont. Et vous aurez de toute façon un temps parce que l'employeur va vous contacter pour vous demander si vous êtes disponible pour participer à une entrevue à telle date. Et vous allez choisir en fonction des disponibilités. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez un délai. Mais quoi de mieux que d'avoir une longueur d'avance sur l'employeur puisque vous avez la possibilité, d'ici l'invitation, de vous préparer en faisant vos recherches. Donc, sur l'entreprise, sur la culture de l'entreprise, sur l'environnement, le poste, il faut avoir une bonne connaissance du poste parce que des questions vont être posées aussi sur ça pour s'assurer que vous avez une bonne compréhension. Avec plaisir. Alors, vu que nous sommes là en plein dans le sujet, entrevue, quelques petites astuces. Aïssatou a mentionné, nettoyez votre cadre, soyez présentable. Je vais y ajouter quelques petites choses. Rassurez-vous que votre audio et votre vidéo
être impeccable. Et si ce n'est pas le cas, parce que vous n'avez pas le contrôle sur la bonne ou la mauvaise connexion Internet, nous en faisons frais tous les jours, n'hésitez pas à demander à l'employeur de répéter la question. N'allez pas répondre à une question qui vous a pas été posée. Il n'y a pas de mal à le demander 10 fois s'il le faut, mais rassurez-vous de répondre à la question qui vous a été posée. N'essayez pas d'imaginer. Si vous n'avez pas bien compris, je vous en prie, demandez-le. C'est connu des Canadiens. Nous, on aime bien. Est-ce que vous pouvez vous répéter, s'il vous plaît? Et merci à la fin. Ça, c'est la troisième chose. Donc, nettoyez votre cadre. Rassurez-vous d'avoir la meilleure connexion Internet que vous puissiez avoir. Et un cadre professionnel et propre, peut-être avec un fond blanc. N'allez pas vous coucher dans votre lit et plus vous flotter. Souvent, même avec le floutage, ça se voit derrière. Mais franchement, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est une entrevue professionnelle. Soyez présentable comme si vous y étiez. C'est très, très important. Donc, nettoyez votre cadre, contrôlez votre audio. Si vous pouvez acheter un casque ou un bon microphone, rassurez-vous qu'il n'y aurait pas d'interférence. Rassurez-vous de vous mettre en muet si vous ne parlez pas pour éviter des interférences. Quand vous parlez, vous activez le micro et vous parlez. Et puis, posez des questions si vous n'entendez pas. Je vous en prie. Parce que ça fait peut-être 2 ans et demi que nous travaillons de la maison. C'est très compliqué de faire l'interview avec un candidat qui répond à une question c'est des accents et ça ne vous profiterait pas. C'est ça. Voilà. Et l'avantage d'être en ligne, c'est que quand on est nerveux, on peut se débrouiller pour que ça ne se voit pas. Donc, plutôt que de jouer avec le stylo sur la table et que tout le monde voit, ou je joue avec mes mains, ben, je peux les mettre un peu en dessous. Puis, je suis stressée, mais bon, voilà, j'ai les mains là qu'on ne voit pas. On n'est pas obligé de les voir en fonction du plan que j'ai et que je suis correcte et que je parle. Donc, souriez, elle a rajouté souriez, cela traduit que vous êtes heureux. Ben oui, je suis crispée et tout, ben non, en entretien, j'essaie de, bon, pas sourire à tout vent, mais en fonction de ce qu'il dit, voilà, je suis calme, je suis serein et je souris. On en a déjà parlé, donc évitez de critiquer vos anciens employeurs, évitez de critiquer, il faut être honnête, transparent, mais il faut dire vraiment ce qui est nécessaire pour l'entrevue. Restez positif. On peut vous demander, et puis ça arrive souvent, quelles sont vos faiblesses? S'il y a quelque chose à changer en vous, qu'est-ce que ce serait? Alors, trouvez la faiblesse que vous êtes en train d'améliorer et qui peut être un plus. Après, si ça fait cliché, hein, les faiblesses qui se transforment en force. Non, il ne faut pas trop aller chercher là-dedans. Là, les employeurs, ils savent aussi. Mais dites honnêtement quelque chose qui est vrai et que vous êtes en train d'améliorer. Non, j'ai tendance à être timide quand je ne connais pas le groupe. Et donc, j'y travaille. Donc, j'essaie maintenant, moi, d'aller vers les gens et de m'intégrer un peu plus. Voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est normal, c'est naturel d'être timide quand on ne connaît pas les gens. Donc, c'est une faiblesse parce que oui, je le reconnais qu'au début d'une relation, ça va être un peu comme ça. Donc, quand je vais arriver dans l'entreprise, au début, n'attendez pas à ce que je sois exubérant. Ils n'aiment pas non plus les gens qui sont trop olé olé. Donc, ça fait le juste milieu, puis c'est une faiblesse et c'est correct. Donc, essayez de les tourner en éléments positifs. Il ne faut pas juste venir dire, oui, moi, je suis comme ça, je suis bavard et point. Non, oui, moi, je suis très sociable, j'aime parler avec les gens et tout, mais voilà, j'essaie de calmer un peu le jeu. Donc, trouvez toujours ce que vous êtes en train de faire pour améliorer. Les médias sociaux, on en avait parlé déjà pour le CV. Donc là, pendant l'entrevue, l'employeur, il a pris votre CV, il est allé aussi vous chercher. Donc, on a déjà parlé de faire un peu le ménage, de regarder ce qu'il y a, ce qu'on peut améliorer, etc. Donc, être professionnel sur les médias sociaux, les erreurs à éviter sur les médias sociaux, c'est un résumé, mais comme vous aurez accès à la présentation, on ne va pas y revenir. Voilà, donc le plus important, c'était les critères là dont on a parlé pour l'entrevue. On a des questions. Nous avons une question, évidemment, Edith. S'il vous plaît, je n'ai pas pu postuler à Destination Canada, mais vous avez dit que je peux toujours postuler sans invitation. Donc,
j'aurai accès le 18 novembre. Non, c'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit, en fait, le processus pour Destination Canada, c'était d'aller s'inscrire avant le jour J, qui était le 24 octobre, je pense, et espérer être invité pour des éventuelles entrevues avec des employeurs. Alors, si vous n'avez pas été invité et que vous avez quand même postulé pour Forum Mobilité, vous pourriez avoir accès. Ça, c'est ce que nous, on a dit et c'est ce qu'Aïssatou a dit. Si vous n'avez jamais postulé, vous n'avez pas de profil sur Destination Canada, vous ne pouvez plus, c'est tard là, vous n'avez pas accès à la plateforme. Il aurait fallu s'inscrire au préalable. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Je ne sais pas si Aïssatou a quelque chose à Oui, non, c'est bien ça, effectivement. Mais par contre, pour la date d'accès, est-ce qu'on n'avait pas dit le 20 novembre? À partir du 20 novembre, pour ceux qui n'ont pas reçu. Du 22 novembre. Pardon. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas, effectivement, à partir du 22 novembre, pour ceux qui n'ont pas reçu d'invitation, mais qui se sont quand même au préalable inscrits. Adil Tabaï, j'espère que je prononce bien. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Nous allons prendre 3-4 questions maximum et puis ce sera terminé. Donc, si vous avez vos questions, s'il vous plaît, levez la main. D'accord. Bonsoir, mesdames. Je suis avec vous, Adil Tabaï, je suis marocain. Je vous remercie déjà beaucoup pour votre soutien pour cet événement Destination Canada. Alors, ma question, mesdames, c'est que j'ai participé à l'événement de Destination Canada, mais je n'ai pas un profil entrée express. Et aussi, je n'ai aucun test linguistique et je n'ai pas fait l'évaluation de mon diplôme. Alors si j'aurais une entrevue avec un recruteur, par exemple, est-ce qu'il ne va pas me demander les tests de langue et les évaluations de mon diplôme? Pas nécessairement. C'est une bonne question aussi. C'est-à-dire que l'avantage de Destination Canada, c'est que d'avance, les employeurs sont ouverts à recruter à l'international. Donc, la question de l'immigration ne se pose pas nécessairement tout de suite. Par contre, si vous avez une entrevue, il est possible que si vous correspondez à ce que recherche l'employeur, il peut vous faire une offre d'emploi. Et ça va activer une demande de visa. Donc là, avec des critères bien précis. Par exemple, si on passe par le programme de mobilité francophone, on va vous demander la preuve de votre offre d'emploi. On va vous demander d'indiquer toutes les informations sur votre profil pour obtenir le visa. Mais même là, ce n'est pas sûr qu'on vous demande des tests de français. Ça dépend. Ça dépend de l'entrevue que vous allez avoir au cours du processus avec l'agent d'immigration. Donc, c'est tout ça pour dire que ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas tous ces documents-là, que ce soit l'équivalence des diplômes, test de langue, ou même si vous n'avez pas fait votre profil entrée express, si vous avez été sélectionné, vous pouvez communiquer avec les employeurs et voir avec eux ce qui est possible de faire. Beaucoup des employeurs qui sont sur le salon vont accepter de discuter avec vous, même si vous n'êtes pas dans entrée express. D'accord. D'accord. Heureusement, je suis invité. Je suis invité à participer en direct le 18. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci avec beaucoup. plaisir. Merci. Ensuite, merci aussi pour votre soutien. Bonne chance. Bonne chance. On vous souhaite pareillement. D'accord. Je reste avec vous. Tu peux. Bonne chance, Adil. Bon courage surtout. Il n'y a pas vraiment de chance. C'est surtout beaucoup de courage et puis appliquez les bonnes règles, appliquez-vous et puis faites-le d'une façon professionnelle et puis vous mettiez toutes les chances de votre côté. Voilà. D'accord, merci. Merci bien. Il y avait d'autres questions. Au cours du processus, celui-ci est de Jean Mensa, au cours du processus, si un employeur me demande mes prétentions salariales, que faire?
Alors, c'est une question super courante. Ce qui est recommandé ici au Canada, c'est faire des recherches déjà sur les prétentions salariales qui correspondent à votre poste, savoir à peu près dans quelle plage vous vous situez. Et c'est cette plage-là que vous donnez à l'employeur. Et même si vous voulez sortir de là, ne soyez pas très prétentieux. Voilà. Parce qu'il ne faut pas aller faire un travail où, au Canada, celui qui est le mieux payé est payé à 60 000 et vous venez demander 70 000. Ça montre que vous n'avez pas fait vos devoirs et que vous ne connaissez pas combien ça se paye votre métier. Ça, c'est quelque chose à faire aussi. Donc, je vous conseillerais tous d'aller faire des recherches sur des sites comme, je pense, Monster, Indeed. Ils ont des plages pour la plupart de ça. Même LinkedIn, de nos jours, le fait. Donc, faites vos devoirs. Sachez dans quelle plage salariale vous correspond et soyez prêts exactement à répondre à ces genres de questions. Ne donnez jamais un chiffre. Donnez une plage d'un intervalle de 10, mais maximum 15 000 $. Mais vraiment. Ne donnez pas non plus une plage toute petite, genre 2 000 $. Ça vous avantage. Ce n'est pas à votre avantage, en fait. En général, ce que moi, je conseille aux gens, ce que moi, je ferais personnellement, et je ne suis pas une experte, moi, ce que je fais personnellement, la plage inférieure, c'est ce que moi, j'aimerais avoir. Et la plage supérieure, et je mets peut-être 10-15 000 $ au-dessus de ça pour essayer de voir si je peux avoir 2 000, 3 000 ou 5 000 de plus. C'est les techniques de négociation. Voilà. Je ne sais pas si Aïssatou ou Edith, vous avez autre chose à ajouter. Non, tout a été dit, effectivement. Il faut faire vos devoirs en amont pour justement ne pas... c'est pas une question piège, hein, c'est vraiment... ils essayent de savoir si, par rapport à eux, ce qu'ils peuvent offrir, c'est quelque chose le salaire que vous allez demander, c'est quelque chose qui correspond, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, une autre astuce aussi que peut-être que je pourrais ajouter, c'est que moi aussi, j'aime demander peut-être la médiane, c'est-à-dire le salaire moyen entre tout ce qui est inférieur et l'échelle supérieure, pour être sûr de ne pas être en deçà de ce que je pourrais avoir. Donc, tous les sites que Rose vous a dit sont vraiment utiles. Si vous voulez vos micros, et pourrait vous aider en fait dans votre recherche. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire en amont. C'est cela. Donc, ce que je rajoute, moi, c'est qu'après, parce que moi, je suis toujours un peu comme Rose, à aller chercher dans le bas. Et donc, du coup, j'ai commencé à demander maintenant la moyenne sur le marché. Et je rajoute que je reste ouverte à toute proposition, à toute autre proposition qui inclut peut-être des avantages ou autre chose. Parce que le salaire, des fois, c'est un package. Donc, un employeur peut proposer 30 000 et un autre va proposer peut-être 25 000, mais il vous offre une cotisation à l'assurance, quelque chose. Enfin, il offre autre chose. Donc, ça peut être un package. Donc, souvent, du coup, je rajoute, je prends la moyenne et puis je dis, je reste ouverte à toute proposition. Il ne faut pas qu'ils prennent ça pour quelque chose de coulé. J'ai demandé 50 000, donc s'il n'a pas 50 000, il ne me prendra pas. Donc, je laisse quand même la porte ouverte. Sachant que je pense qu'en général, ils ne se fient pas forcément à ce qu'on dit. Ils ont aussi ce qu'eux, ils ont prévu. Donc, c'est pour voir si ils sont dans la fourchette ou pas. C'est justement cela. Donc, ici, en Amérique du Nord, et je pense que c'est partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle les salaires de base, et puis il y a le package qui vient avec ton salaire de base. Je pense que là, on répondait au salaire de base, parce qu'en plus de ton salaire de base, il y a plus de ce qu'on appelle ici les group benefits. C'est-à-dire que c'est chacun qui les négocie. Il y en a qui sont déjà bien définis pour tout le monde, mais en fonction de ton poste, vous pouvez aussi aller négocier, par exemple, les bonus. Si tu es dans les sales, vos marges de bonus, vous pouvez aussi négocier, si tu es dans le IT, vous pouvez négocier les actions de l'entreprise. Si c'est une entreprise publique, souvent même privée, ils en donnent. Ça dépend vraiment de votre poste. Donc, et ça ressort de tout ce qu'on appelle les benefits, pas du salaire de base. Mais en ce qui concerne le salaire de base, c'est vraiment public. Il faut aller chercher, faites vos devoirs et sachez à peu près où vous en êtes en fonction de vos postes. C'est très important. Alors, nous, on n'a plus beaucoup de temps. Il y a deux personnes qui ont levé la main, et puis il y a 2 questions dans le chat. On va les répondre, et puis ce serait terminé. Je vous en prie.
Alors, on va commencer avec les questions qui étaient postées dans le chat. Bonjour, merci pour toutes les informations utiles. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai un master en génie logiciel dont j'ai fait l'évaluation West. J'ai une expérience en tant que superviseur. Je n'ai pas pu travailler dans mon domaine d'études. Est-ce que je peux postuler à un emploi de business analyst? Intéressante question. Bon, moi, mon avis... Est-ce que vous êtes business analyst? Voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire un résumé qui vous vend en tant que business analyst? Est-ce que vous avez de l'expérience? Nous sommes en Amérique du Nord, on est dans un pays basé sur l'expérience. On ne recrute pas en général sur les bases de diplômes. C'est-à-dire que l'employeur, il vous évalue mieux à vos expériences passées. Donc, est-ce que vous pouvez faire un résumé business analyst? Ce n'est pas juste une question de diplôme ou bien de compétences non prouvées. Voilà. Ça va être dur de te vendre comme ça. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui, surtout si la personne qui a posé la question a déjà fait des projets où il a travaillé comme business analyst, c'est possible. Mais s'il n'y a rien qui prouve que la personne a fait des projets comme en tant que business analyst ou bien il n'a pas d'expérience, je conseille à la personne de ne même pas mentionner ça. Voilà. Ne sortez jamais du cadre de votre entrevue. Merci. Il ne faudrait pas. Merci beaucoup, Eric. Ne sortez pas du cadre de votre entrevue. N'amenez pas les employeurs, ils ne veulent pas aller. Laissez-les diriger. C'est eux qui font l'entrevue. Suivez et répondez. Soyez factuels, précis. Ne divaguez pas. C'est parce que nous, on se connaît. Il y en a beaucoup ici qui viennent de différents horizons. On se connaît. C'est une entrevue professionnelle. Ce n'est pas des rencontres festives. On n'est pas là, on n'est pas entre copains. Tu es en train de parler à ton potentiel futur boss. Donc, professionnel, restez dans le cadre, restez précis. Ne forcez pas l'employeur à aller dans des pistes qui vous profiteraient pas sur le processus, dans le processus en fait. Ça, c'est mon avis. Donc, il y avait une autre question. Quels sont les sites à consulter, mis à part Guichet Emploi, Indeed, Job, et pour spécifiquement des cadres d'industrie pharma? J'avais lu cette question et effectivement, je me posais, pour vous répondre, une petite astuce que vous pouvez développer, c'est vous créer vous-même votre propre liste. C'est-à-dire, vous pouvez faire une recherche, regarder toutes les entreprises qui sont dans l'industrie pharmaceutique qui existent au Canada ou dans la province qui vous intéresse et après visiter chaque portail, en fait, chaque site Internet. Comme ça vous permettra d'accéder à des offres d'emploi et ce sera même mieux parce que sachez que tous les sites que vous avez mentionnés, ce sont des moteurs de recherche. Donc, eux ne font que dupliquer l'offre d'emploi qui se trouve déjà sur les sites Internet des entreprises que vous visez. C'est correct. Donc, je ne sais pas s'il y a des sites spécialisés par domaine. C'est possible qu'il y en a. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Mais la meilleure stratégie, vraiment, c'est ce que Aïssatou vient de dire. Créer ta propre base de données des potentielles entreprises pour lesquelles tu voudrais travailler demain. Et puis, essayer de, comment on dit, les scouts. Et puis, postuler d'une façon impromptue comme ça, s'il y a des postes qui vous intéressent. Ça marche, ça, souvent. Donc, les deux dernières questions, on va passer la parole à Omar, qui a levé la main. Et puis après, ce sera Soumaro et le dernier. Oui, merci pour vos conseils et votre orientation. J'ai également reçu une invitation à participer au forum, mais ma question, c'est que quand j'ai fait un clin d'œil sur les offres, j'ai constaté que la grande moitié de ces offres exigent être membre de l'ordre. Est-ce que ça pose un problème pour décrocher un contrat? Et ma deuxième question, c'est que le nombre des postes est limité. Il n'y avait que presque 6 annonces. Est-ce que ça demeure ou bien va augmenter? Merci. Est-ce que vous faites partie de quel ordre, s'il vous plaît? Oui.
Vous faites partie de quel ordre? C'est quel, l'ordre des infirmiers, oui. Je suis infirmier autorisé. Oui. OK. C'est un peu la même chose que pour les enseignants. C'est-à-dire que c'est un secteur où vraiment il y a énormément de demandes. Parfois, je ne dis pas que les employeurs vont fermer les yeux sur ça parce que c'est une règle, ils ne peuvent pas. C'est nécessaire. Mais il y a des emplois comme assistant dans le secteur de la santé. Donc, comme vous avez identifié 6, il se pourrait qu'il y en ait d'autres qui arrivent, d'autres offres d'emploi qui arrivent par la suite. Mais vous avez la chance, vous savez qu'il y a 6 offres d'emploi potentielles qui vous intéressent. Alors, je vous encourage à aller voir les employeurs directement et leur faire part de votre intérêt pour le métier et avoir un échange, en fait. Parce que c'est des personnes, elles seront intéressées par votre profil et elles vous donneront, en fait, le chemin qu'il faudra suivre pour que vous puissiez accéder à la profession. Donc, peut-être pas devenir infirmier directement puisque vous savez qu'il faut faire partie d'un ordre, mais quelles sont les alternatives pour pouvoir travailler pour ces entreprises-là? Il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont en sous-effectif actuellement et je sais qu'il y a des programmes aussi qui existent pour faciliter l'accès de la profession aux personnes qui sont diplômées à l'étranger. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous empêche pas de postuler, mais comme vous l'avez dit, c'est un des critères principaux, c'est de faire partie de l'ordre. Donc ça, c'est pour ça que si vous n'êtes pas sélectionné ou si vous ne recevez pas d'entrevue pour ces postes-là, ce ne sera pas étonnant. Par contre, faites bien le travail d'aller rencontrer les employeurs pour savoir quelles sont les alternatives qu'ils pourraient vous proposer. Oui, merci. Je vous en prie. Le prochain, ce sera Soumaro. Alors, merci, madame. J'ai une question à 3 volets, s'il vous plaît. La première porte sur la question va m'échapper là. Qu'est-ce que j'ai fait? Le fait d'avoir, par exemple, un profil entrée express, avoir les équivalences de ces diplômes, avoir aussi les tests linguistiques, est-ce que ça joue un rôle pendant le Forum de Destination Canada? Si oui, lequel? Enfin, il veut dire, est-ce que ça donne des avantages pendant la conférence Destination Canada? Maintenant, la deuxième question, que la fois dernière, il y a l'autre présentatrice, la dame qui n'est pas là aujourd'hui, je crois que c'est Mme Evelyne, je crois, qui avait dit qu'il est récurrent pour les employeurs au Canada de poser des questions. Comment résolvez-vous un conflit? How do you solve a conflict? À cette question-là, comment est-ce qu'on doit répondre, s'il vous plaît? Et puis la toute dernière, c'est de savoir, vous demandez à ce qu'on soit vêtu professionnellement le jour de la conférence. Je veux dire, puisque l'entrevue ne se passe pas le même jour que la conférence, est-ce que si on ne met pas le jour de la conférence, pas pour l'entrevue avec l'employeur, mais le jour de la conférence, le 18 par exemple, pour moi c'est le 18, est-ce que si on n'est pas vêtu professionnellement, ça pose un problème, s'il vous plaît? Ce sont les 3 questions que je voulais poser. D'accord. Ok, je vais tenter de répondre. Alors, pour la première question, comment dire, dans Entrée Express, je dirais pas que c'est un inconvénient, mais c'est pas nécessairement un avantage. Seulement, c'est un avantage pour vous. C'est pas forcément un avantage pour l'employeur, c'est ce que je veux dire. C'est un avantage pour vous parce que si vous décrochez un emploi et que on fait une demande de visa via le programme de mobilité francophone pour vous, cela va accélérer votre processus pour l'obtention de la résidence permanente. Donc, c'est tout à votre avantage. L'employeur, à moins qu'il vous pose la question, je ne pense pas que ce soit le lieu d'évoquer la question de l'immigration, puisque eux, tout ce qui les intéresse pour le moment, c'est de trouver le talent qui va pouvoir répondre à leurs attentes. Et après viennent les questions d'immigration. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, par rapport à l'entrevue, on va y revenir, mais la troisième, j'ai un trou de mémoire. La troisième, c'était... How do you solve a conflict? How do you solve a conflict? Non, ça, c'était la deuxième question. Se vêtir professionnellement.
Oui, voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est un état d'esprit. C'est simplement de vous préparer comme si vous alliez en entrevue. Mais c'est une bonne question. Mais néanmoins, je vous recommande de le faire. Pourquoi? Parce que dans le chat, il y a la possibilité aux employeurs de vous inviter à des visioconférences pour des entrevues. Même si c'est une discussion informelle, il est possible qu'on vous demande d'allumer la caméra au cours d'une entrevue. Donc, c'est comme l'option est possible, elle peut être activée. Mieux vaut éviter les mauvaises surprises et plutôt soyez prêts. C'est 3 jours, c'est pas... ça va pas être... vous savez, en plus, on ne voit que le haut. Maintenant, avec Zoom, si vous êtes avec autre chose en bas, ça ne nous regarde pas, mais faites un effort au moins jusque-là. C'est compris. Merci non, encore, mais madame. Sérieusement, pour enchérir, vous allez à ce que moi, personnellement, j'appellerais une conférence où vous avez l'occasion de faire, de rencontrer des professionnels, de rencontrer des employeurs, de vous faire du réseautage, mais soyez prêts. Tout peut arriver. Alors, ce n'est pas qu'une question de se présenter pour son entrevue. C'est un système de réseautage complet. Si ce n'est pas avec l'employeur, ce serait peut-être rencontrer, je ne sais pas, quelqu'un qui va vous servir dans votre networking demain. Mais soyez soyez prêts. Il n'y a pas 10 millions de façons de le dire. Mais soyez prêts. C'est bien pour vous, pour votre mindset de l'être pendant ces jours-là. Ça évite de faire les calculs. C'est fatigant pour le cerveau, à mon avis. C'est pour rire, mais je rigole à moitié. Hein. Le mindset, c'est tout, en fait. Quand vous vous mettez déjà quand vous conceptualisez déjà, quand vous mettez dans une peau, vous êtes prêt à toute éventualité. Voilà quoi. Il y avait une deuxième partie à cette question. Comment résoudre un conflit? Oui, alors, si l'employeur pose la question, comment vous auriez résolu un conflit? Pour moi, il veut savoir un peu plus sur votre expérience. Ce n'est pas de lui répondre comme un philosophe en théorie ou comme un politicien pour dire, pour une théorie, je vais regrouper les gens, etc. Non, prenez un cas pratique. Ça arrive à tout le monde de rencontrer une situation de conflit dans son travail. Ça arrive à tout le monde. Surtout, par exemple, si vous postulez pour un poste de superviseur ou un poste où vous allez travailler dans un groupe, vous allez avoir peut-être des responsabilités. Donc, c'est de prendre une situation. Vous prenez le temps de réfléchir. Et oui, OK, oui, par exemple, il y a eu cette situation-là où un de mes collègues n'aimait pas ceci, cela, et puis ça ne correspondait pas aux autres. Donc, il est arrivé que, voilà, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée le rencontrer, nous avons discuté, j'ai mieux compris pourquoi il faisait ça, et ensemble, on a trouvé comment nous accommoder. Parce que souvent, le conflit, ça n'arrive pas vraiment pour le travail. Parce que dans le travail, on peut avoir des idées divergentes sur un sujet, mais c'est positif. On discute et on va de l'avant. Donc, c'est souvent des choses externes. Et comme on sait qu'on est humain et que ça peut arriver, c'est de savoir comment est-ce qu'on prend de la hauteur par rapport à ça. Est-ce que je reste fâchée avec mon collègue parce qu'aujourd'hui, il a ramené de la bouffe qu'il sent et que je n'aime pas, alors je ne lui parle plus? Est-ce que, voilà, est-ce que je ne l'aime pas parce que j'ai appris qu'il a fait une fête le week-end et qu'il a invité tout le monde et que moi, je n'y étais pas? Mais ça montre qu'en fait, vous n'êtes pas professionnel. Donc, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui s'est passé à vous ou à quelqu'un peut-être qui vous a raconté, mais si vous l'avez vécu, c'est encore mieux. Ce sera plus facile pour vous de répondre aux questions. Donc, pour moi, ce serait ça, à partir d'un exemple concret. Voilà. Un tout petit conseil, c'est très exactement ce qu'il faut faire, ce que Edith vient de dire. Mais un tout petit conseil, ne prenez jamais un exemple personnel. Prenez un exemple dans une situation de travail. De préférence, quelque chose de similaire au poste auquel vous postulez. Mais franchement, pas des histoires de « j'aime pas son short » ou « non ». Ça, c'est trop personnel, ça n'engage pas l'employeur. Hein. N'allez pas raconter votre vie privée. Ce n'est pas une occasion pour aller expliquer comment vous gérez vos crises en famille. C'est une occasion pour pouvoir renchérir
sur votre compétence à faire le métier pour lequel vous êtes là. Prenez une situation de travail, un incident lié à votre poste. Si vous n'en avez pas, improvisez, mais n'allez pas dans les histoires de quartier. C'est dangereux, ça. Voilà, c'était ça c'était juste pour ajouter là-dessus. Je ne sais pas s'il y a Aïssatou a autre chose à ajouter. Je pourrais dire que c'est une question qu'il faut vraiment travailler. Il faut être synthétique et ne soyez pas dans une situation où vous allez dire « Ah, moi, je n'ai pas de conflit ». On a tous des conflits. Et en fait, derrière la question, ce qu'il faut voir, c'est que l'employeur, ce n'est pas nécessairement l'histoire qu'il cherche à comprendre, mais c'est plutôt votre capacité à régler le problème. Comment vous vous situez par rapport à ça? Donc, ça peut être, vous pouvez prendre l'exemple d'un superviseur, vous pouvez prendre l'exemple d'un collègue, vous pouvez prendre l'exemple d'un client, mais le tout, c'est d'avoir un cheminement critique. Vous donnez la situation, vous donnez votre manière d'analyser la situation, votre réflexion par rapport à ça, et la solution, et surtout comment ça s'est terminé. Ça s'est bien terminé parce que vous avez mis telle action et ça vous a donné une perspective pour les autres fois. Vous saurez comment gérer la situation si elle se représentait à nouveau. Vous voyez. Donc, c'est vraiment une question importante à travailler. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette séance, de cette session. Et franchement, nous, on voulait vous remercier d'avoir pris votre temps ce samedi pour venir parler avec nous. Je vais laisser la parole à notre secrétaire général pour le mot de fin. Et puis, moi, je tenais personnellement à remercier Aïssatou Sanko pour sa disponibilité aujourd'hui. Franchement, au nom d'Akwaba, on vous dit vivement, mais chaleureusement merci. Et voilà, je vais laisser la parole à Edith. Oui, merci Aïssatou, merci Rose, merci à tous nos participants. Vraiment, ça a été trois sessions formidables. Formidables parce que, comme je l'ai dit un peu au début et puis les autres fois, Akwaba Community, c'est une organisation non-profit. C'est un ensemble de personnes qui se sont dit, nous sommes au Canada, nous avons eu des parcours différents, mais nous voyons tout le temps dans les médias des jeunes qui meurent dans l'eau parce qu'ils essaient de venir en France, au Canada, ils essaient d'immigrer et nous connaissons tous dans nos entourages des personnes qui se font avoir, qui payent 1 million, 2 millions, voire plus pour un processus d'immigration. Et pendant ce temps, nous sommes ici et nous entendons que le Canada a besoin de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est quoi le gap? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que nous essayons à notre niveau de faire. Comment faire en sorte que vous ayez l'information correcte, que des gens qui sont en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Tunisie, vraiment tous ceux qui sont en Afrique, même aux Antilles, c'est vrai qu'ils ont des processus un peu différents, mais que nous puissions relayer l'information que nous avons à ces personnes-là. Et c'est dans ces démarches-là que Akwaba a mis en place l'organisation d'un salon de l'immigration et de l'investissement. Et ce salon-là aura lieu en mai 2022. Et le salon se veut annuel et tournant dans les capitales africaines. Donc, notre première édition sera en Côte d'Ivoire en mai 2022. Et notre président est aujourd'hui absent parce qu'actuellement, il est à Abidjan où il participe à un forum des investisseurs nord-américains en partenariat avec la Côte d'Ivoire, où il va justement aller présenter nos actions et tout cela. Et donc, nous avons approché IRCC pour participer avec nous à ce salon-là, pour venir donner l'information juste aux candidats, parce qu'il y en a des candidats. Il y en a des candidats qui ont besoin, et en même temps, le Canada a besoin, des candidats ont besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour passer le cap? Et c'est ce que nous essayons de faire, qui nous ont proposé, écoutez, il y a Destination Canada, pourquoi les gens ne postulent pas? Peut-être que les gens n'ont pas l'information, et c'est ce que nous avons essayé de faire, de relayer l'information et d'aller au-delà de relayer l'information, de vous donner les éléments, les moyens que vous puissiez mettre en place, donc un dossier, une bonne candidature, être sélectionné. Certains étaient sélectionnés, d'autres pas. Comme Aïssatou nous l'a expliqué, la plateforme a une capacité.
Sinon, je vous dis, les demandes sont plus que les capacités, le nombre qu'ils ont retenu. Il y a beaucoup de demandes, mais en 3 jours et sur une plateforme virtuelle et tout, on ne peut pas recevoir tout le monde. Et Destination Canada, qu'est-ce que le gouvernement a fait? A ouvert la porte à des employeurs pour qu'ils postulent, pour qu'ils envoient leurs postes. Certains employeurs n'ont peut-être pas entendu, d'autres ont entendu, mais bon, ont peut-être d'autres processus de recrutement. Et il y a des demandes, je vous dis. Donc, eux, ils ont reçu des demandes qui vont passer pendant ces 3 jours. Il y a peut-être des employeurs qui l'ont appris plus tard, qui ont d'autres demandes, qui vont venir. Et comme Aïssatou vous l'a dit, pendant le forum, il y a aussi le gouvernement, il y a des agences, des organismes avec qui vous pouvez aller discuter, rentrer en contact, prendre leur lien, leur donner votre adresse email, s'inscrire à leur newsletter pour recevoir ces informations-là. Parce qu'il y a des demandes par province qui vont arriver. Il y a vraiment tous ces processus-là. Certains nous ont écrit pour nous demander si Akwaaba avait des services payants pour les aider à aller plus loin, pour être sûr qu'ils aillent plus loin dans leur processus. Je le répète, Akwaaba est à but non lucratif. Nous ne sommes pas une agence d'immigration. Nous n'avons aucune entrée au gouvernement. Nous ne pouvons pas vous valider un visa d'entrée au Canada. Et aucune agence en immigration ne peut vous le confirmer ou vous le valider. Une agence va vous aider à avoir un bon dossier parce que ils ont des avocats en immigration, ils savent comment monter un dossier, ils savent ce qu'on demande et ils vont vous donner des conseils. Ils ne peuvent jamais vous garantir que le visa, vous allez l'avoir. C'est le gouvernement qui est seul maître de cela. Et donc, pareil, nous ne pouvons pas vous garantir le visa. Mais nous allons vous donner le maximum d'informations que nous avons. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Akwaaba Community, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Nous avons notre site internet, akwaabacommunity.com. Nous avons notre chaîne YouTube. Nous allons vous envoyer le résumé, comme d'habitude, de la session avec le lien vers la vidéo de ce que nous avons échangé aujourd'hui, avec la présentation sur comment se présenter pendant un entretien. Et vous aurez ces liens-là, vous pourrez les consulter, vous pourrez continuer dans votre processus. Vous avez été retenu ou pas, à partir du moment où vous avez postulé, vous avez le lien, vous pourrez accéder à la plateforme pour aller prendre toutes ces informations-là, toute cette richesse d'informations que vous avez. Et maintenant, vous ne pouvez pas ignorer la SEO, la Société économique de l'Ontario. Aïssatou travaille là, elle nous a présenté donc ce qu'ils font et ils ont beaucoup de services aussi pour l'immigration. Moi, je suis en train de découvrir leurs services, même étant au Canada, et je vais d'ailleurs m'inscrire pour une formation qui commence bientôt avec eux. Donc, consultez aussi leur site. Vous allez sur Internet. Aïssatou, si tu peux marquer peut-être l'adresse dans le chat. Absolument. Vous allez aussi de la SEO. Vous verrez, ils ont souvent des webinaires gratuits pour s'informer sur certaines situations. Je ne sais pas s'ils font aussi dans le pré-départ. Non, malheureusement, non. Mais oui. On peut informer effectivement toutes les questions, tout ce qui est employabilité, immigration, même l'entrepreneuriat. Ce sont des secteurs qu'on couvre en Ontario. Donc, si vous arrivez en Ontario, c'est vrai que c'est la Société économique de l'Ontario. Donc, déjà, pour certaines informations, regardez leur site, vous pouvez avoir des informations précises et continuez à nous écrire si vous avez des questions. Nous allons essayer de vous orienter comme nous pouvons. Sinon, nous relayons. Nous avons une question que nous avons relayée à Aïssatou et nous envoyons la réponse que nous avons envoyée au candidat. Le candidat, d'ailleurs, a été sélectionné. Il nous a informé hier qu'il avait été sélectionné et tout. Formidable. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Donc, prenons vraiment ces informations-là avec beaucoup de sérieux parce que c'est des informations précises. Plus on a d'informations, plus on est formé, plus on est éduqué, mieux on est parce qu'on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vraiment, moi, je vous dis merci. Nous avons partagé un sondage auquel certains ont répondu. Nous allons le repartager en envoyant le compte-rendu. Répondez à nos sondages, faites-nous des suggestions. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a laissé plus de temps aux questions parce que l'une des remontées du sondage, c'était que certains avaient des questions. Donc, tant que vous avez des questions, nous prenons le temps d'y répondre. Donc, répondez à nos sondages et échangez avec nous pour nous dire comment nous pouvons, nous aussi, nous améliorer pour vous servir. Et comment vous aussi, vous pouvez nous aider en intégrant Akwaaba comme bénévole, en aidant comme vous pouvez. Donc, écrivez-nous, partagez ce que vous pouvez partager avec nous. Et sur notre site, comme je dis, vous avez
pas mal d'informations. Moi, je vous dis bravo, merci encore. Et puis, c'est la semaine de l'immigration, la semaine nationale d'immigration francophone. Donc, on célèbre encore. Elle se termine aujourd'hui, mais l'immigration francophone est en cours, est vivante en Ontario et on continue avec vous aussi. Merci beaucoup. Merci Rose, je repasse la parole. Merci bien Edith. J'ai plus rien à rajouter après ça, voilà. Passez un bon week-end et puis bon courage à tous ceux qui vont participer au forum et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Voilà, nous sommes là pour vous servir et puis bon samedi et à bientôt. Nous voulons avec vous être le premier compagnon. Son boussole, l'aider dans cette intégration. Nous voulons avec vous être le premier compagnon de l'immigrant et du futur migrant, son guide, sa boussole pour l'aider dans son intégration dans notre nouvelle patrie, le Canada. Allez, merci à tous.